Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet de région, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil général, Messieurs et Madame les parlementaires, Messieurs les Présidents, chers amis. Chez nous, un dicton rappelle que la France, c'est l'Auvergne avec quelque chose autour. Monsieur le Président de la République, ce matin, en vous accueillant, tous les Auvergnats, si fiers de leur région, croient encore davantage au bon sens de ce dicton. Car c'est un honneur pour nous que vous ayez choisi l'Auvergne à l'occasion de la Semaine nationale de l'industrie. Il faut réaffirmer, et vous l'avez fait haut et fort, qu'un pays qui abandonnerait son industrie serait un pays sans avenir. C'est bien pourquoi le réseau des chambres de commerce et d'industrie a pris toute sa part dans la préparation de cet événement tout au long de la semaine et sur l'ensemble du territoire pour réconcilier notre pays avec son industrie. Et l'Auvergne n'est pas en reste. En Auvergne, 1 salarié sur 3 travaille dans l'industrie, contre 1 sur 5 en France. Ici, on affiche 8% d'établissements de plus dans le secteur des biens d'équipement. Et plus de 10% d'emplois ont été créés entre 2004 et 2010. C'est significatif. Alexandre Vialat, un autre Auvergnat, remarquait qu'en Auvergne, il y a plus de montées que de descentes. Eh bien, ce qui vaut pour la géographie auvergnate vaut aussi, je pense, pour la géographie économique, puisque nous pouvons dire que nous avons plutôt mieux traversé la crise que d'autres régions de France. Il faut dire qu'à côté des capitaines d'industrie dont les Michelin sont un emblème, on trouve de très nombreuses PME-PMI, des lieutenants d'industrie tenaces et efficaces qui boostent notre économie. Ce qui fait la force de l'Auvergne et de ses industriels, de ses patrons présents devant vous ce matin, c'est cette complémentarité entre les grandes firmes et les PME-PMI. C'est aussi sa capacité d'innovation dans les secteurs de haute technologie comme dans les filières traditionnelles, une force d'innovation soutenue par la formation, la recherche et les pôles de compétitivité, citons Céréales Vallée et Viameca. Si l'Auvergne accueille votre rendez-vous avec l'industrie, c'est pour témoigner de ce que vivent les chefs d'entreprise. Ils ont, comme leurs confrères industriels de toutes les autres régions, un objectif commun, préparer un avenir créateur de vitalité, donc d'emploi. Ce qu'ils ont à vous dire va faire l'objet d'une table ronde dans laquelle 3 grands thèmes seront abordés. Le premier, c'est celui de l'actualité et de la réalité de l'industrie en mettant aussi l'accent sur les obstacles auxquels elle se heurte. Le deuxième thème traitera d'un point crucial, le soutien de l'État aux entreprises. Le troisième sujet sera consacré aux hommes et aux femmes qui travaillent dans l'industrie en abordant, entre autres, les questions d'emploi, de formation, de gestion des ressources humaines pour que l'industrie puisse attirer tous les talents qu'elle mérite. En témoignant, en vous questionnant et en vous écoutant, Monsieur le Président de la République, les patrons d'Auvergne et d'ailleurs veulent croire à ce nouveau souffle que vous avez décidé d'impulser après les États généraux de l'industrie. 6 chefs d'entreprise, des acteurs de terrain sont donc là pour illustrer cette table ronde. Je me tourne tout de suite vers le premier d'entre eux, mon ami Bernard Schumacher. Bernard, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Région Auvergne. Vous dirigez Rexo, une entreprise spécialisée dans la tôlerie fine et l'intégration, et vous développez une activité innovante dans la découpe du bois et de la pierre. Vous observez attentivement les enjeux et les opportunités pour nos entreprises industrielles d'Auvergne. Quel constat faites-vous? Monsieur le Président de la République, les industries industrielles en Auvergne, comme dans toutes les régions françaises, ont pris la crise de plein fouet. Certaines filières plus particulièrement, comme la filière automobile, qui a subi des chutes instantanées et drastiques de leur carnet de commandes. Plus globalement, toute activité confondue, lors de ces 2 dernières années, l'Auvergne a perdu 11 000 emplois salariés. Par contre, grâce aux actions et aux mesures gouvernementales concernant le soutien à l'industrie, grâce aussi au fait qu'en région Auvergne, il y a eu une grande mobilisation et une grande réactivité des services de l'État, de la région, des chambres de commerce et de l'industrie,
s'ajoutant au fait que pendant cette période de crise, les chefs d'entreprise en Auvergne aient su gérer leurs entreprises en bons auvergnats, en préservant les ressources financières. L'Auvergne a moins souffert et a été plus résistante à la crise que les autres régions françaises. C'est un phénomène qu'on avait pu déjà identifier lors de crises précédentes, par contre avec une sortie de crise différente, avec un redémarrage toujours ici plus lent et plus progressif que les autres régions françaises. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, le rebond est là, il est réel. Je peux en témoigner dans mon entreprise qui est effectivement positionnée sur le secteur de la sous-traitance métallurgique. Le rebond est là, même si, bien évidemment, en regardant une analyse beaucoup plus sectorielle, on s'aperçoit que ce ne sont pas tous les secteurs, malheureusement, qui sont concernés par ce rebond. Ce rebond, je voudrais vous en donner quelques chiffres clés. Le chiffre d'affaires de l'industrie sur les 12 derniers mois en Auvergne a augmenté de 7%. Et avec une contribution majeure de la part de l'exportation, plus 8%. On en est très fiers en Auvergne parce que c'est la parfaite illustration de la corrélation positive que nous avons entre innovation et exportation. Autre indicateur, le taux d'utilisation des capacités de production des entreprises. Au plus fort de la crise, on était descendu à 68%. Nous sommes remontés aujourd'hui à 76%, sachant que avant crise, dans une moyenne linéaire, nous étions à 80%. L'appel aux intérimaires s'est accru considérablement, plus 35% en moyenne, grâce au rebond de l'industrie qui, à elle seule, utilise 61% de plus d'intérimaires que dans les années précédentes, à un taux d'ailleurs et à un niveau supérieur à ce qu'il était avant crise. Il en est de même, donc, autre indicateur qui va dans l'autre sens, l'appel à l'activité partielle a chuté spectaculairement puisque nous avons une baisse de 37%. Voilà pour les quelques chiffres. La dernière étude que je voudrais vous citer, c'est celle de la Banque de France, qui, en projection 2011, a positionné et positionnerait l'Auvergne au rang numéro 1 des régions françaises avec une reprise de l'emploi de plus de 2%. Malgré tous ces indicateurs positifs, Monsieur le Président, les chefs d'entreprises industrielles auvergnats aujourd'hui sont toujours dans l'expectative et ne débloquent pas forcément les investissements en ressources humaines et en équipement qui seraient nécessaires au développement de leurs activités. Gouverner, c'est prévoir. Je crois que c'est vrai pour un petit chef d'entreprise d'une PMI auvergnate. C'est certainement vrai pour le président de la France, de l'entreprise France. Et je voudrais vous poser une question tout à fait simple, Monsieur le Président de la République. C'est comment voyez-vous à court et moyen terme l'avenir de l'industrie française? Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, gouverner, c'est prévoir. Monsieur le Président, vous avez 1000 fois raison, et vous rajoutez en plus tout l'imprévisible. Ce qui fait la difficulté de mon métier. Mais bon. Je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible. D'abord, je veux dire une conviction que mes amis connaissent bien. J'ai toujours cru en l'industrie, j'ai toujours eu la passion de l'industrie, j'ai toujours refusé le procès en sorcellerie fait contre les usines. Il y a ici un certain nombre de présidents, de cadres, d'ouvriers. Je me suis rendu il y a bien des années ici déjà chez Michelin, dans d'autres lieux. Je suis très souvent venu dans cette région, dans cette Auvergne si chère à mon meilleur ami depuis longtemps d'enfance, Brice Hortefeux, où j'ai bien des amis, y compris qui n'ont pas mes engagements politiques. Mais c'est une région ici où on sait que la tolérance, c'est quelque chose qui compte et on peut être ouvert. J'ai toujours cru à l'industrie. Pourquoi? Parce que ma conviction, c'est que l'industrie, les ouvriers, les usines, c'est la première ligne du combat, du combat dans la mondialisation. Que si on laisse partir les usines,
Si on abandonne les ouvriers, c'est tout le reste qui part après. Ce que je me fais comprendre. Naturellement qu'il faut des salles blanches, des laboratoires de haute technologie, naturellement qu'il faut des services, naturellement qu'il faut des bureaux, naturellement tout ça. Mais si on laisse partir les usines, c'est tout le reste qui part après. Je voudrais d'ailleurs faire réfléchir à cette idée. Le jour où il n'y a plus d'usines, les services se mettent à la disposition de qui? De qui? Et alors je suis fasciné de voir le mot usine disparu des projets politiques, le mot ouvrier, le mot travailleur disparu du vocabulaire politique. On ne parle plus que de statut, on ne parle plus d'emploi, on ne parle plus d'ouvriers, on ne parle plus de travailleurs, on ne parle plus d'usine. Donc c'est ça la réalité. Dans ma campagne présidentielle, pardon de le rappeler, chaque fois que j'allais quelque part, on me disait « Monsieur Sarkozy, on a peur des délocalisations ». Je parle avant la crise. Puis la crise est arrivée, ça a encore accru cela. Mais la vérité m'oblige à dire qu'on n'a rien fait pendant des années pour empêcher les usines de partir. Tenez-vous bien, la France a perdu 500 000 emplois industriels en 10 ans. Parce que l'industrie, parce que l'usine n'était pas une priorité. Et cela s'est révélé être une erreur stratégique qui m'a amené à me battre pour défendre Alstom. On n'allait quand même pas laisser partir l'entreprise qui fabrique des TGV. À me battre pour défendre les chantiers de l'Atlantique. On n'allait quand même pas laisser partir un chantier magnifique qui est capable de fabriquer un paquebot de la dernière génération comme le Queen Mary. J'ai dit ce que je pensais sur l'erreur qu'a consisté à laisser partir Péchinet. On a besoin de métallurgie, on a besoin de sidérurgie. Et quand la crise est arrivée, Monsieur le Président, si l'État n'avait pas prêté 6 milliards d'euros aux deux constructeurs Renault et PSA, il n'y aurait plus d'industrie automobile en France. Ça, c'est la vérité. Quand on a fait la prime à la casse, tout le monde nous est tombé dessus en disant qu'on était protectionniste. Aujourd'hui, ça a sauvé le secteur automobile français. Le secteur automobile français, hein, c'est 10% de l'emploi de la population active française. 2 100 000 personnes. Mais, je le dis aux chefs d'entreprise qui sont ici, nous, on va investir massivement pour vous aider, mais vous allez investir massivement en France. Parce que moi, je suis aussi en droit de demander, messieurs les présidents, je crois que je n'ai pas démontré combien, avec le gouvernement, nous soutenons l'entreprise et l'industrie notamment. Mais je suis en droit de demander que ce soutien se traduise par des investissements en France. Que vous investissiez à l'étranger pour gagner des parts de marché, nous vous soutenons. Mais je n'accepterai pas qu'on investisse à l'étranger pour produire à l'étranger ce qu'on va venir vendre en France. Est-ce que c'est clair, ça? Il ne peut pas y avoir un engagement d'un côté s'il n'y a pas un engagement de l'autre. Il y a quelques entreprises qui sont modèles de ce point de vue-là. Je pense à tout le laboratoire de recherche de Michelin et d'un certain nombre d'entreprises. Mais parfois non plus, je ne suis pas très content parce que je vois qu'un groupe privé comme PSA a les 2/3 de ses effectifs en France et qu'un groupe dont l'État était actionnaire, est actionnaire encore, a les 2/3 de ses effectifs à l'étranger. Je veux vraiment que vous me compreniez, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous, comme je l'ai dit tout à l'heure aux ouvriers d'Alcan. Nous ne sommes pas opposés à l'investissement à l'étranger, naturellement. Vous me comprenez bien, si c'est pour gagner des parts de marché. Mais on ne va pas créer des usines de production automobile en Turquie si c'est pour vendre des voitures produites en Turquie, en France. Si c'est pour gagner des parts de marché en Turquie, ça va très bien. Je veux que là-dessus, il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Alors, Monsieur le Président, ça va mieux. Je regardais les indicateurs. Production industrielle manufacturière, plus 6% en 2010, plus 1,8% au mois de janvier. Climat des affaires dans l'industrie, ça c'est fantastique. C'est le plus haut niveau depuis 2007. Vous êtes monté à 109, plus haut niveau. Ça veut dire toutes les anticipations des industriels.
Mais moi, je ne me satisfais pas de ces indicateurs. Je pense qu'il faut qu'on continue. On a supprimé la taxe professionnelle pour vous. Ça a été fantastique, parce que c'est normal, j'ai eu la quasi-totalité des élus qui ont protesté, ce que je peux comprendre, et puis les industriels ont été d'une discrétion remarquable. C'est quand même 2 milliards, Monsieur le Président, 2 milliards de charges qu'on a enlevées aux industries. 2 milliards. 2 milliards. Mais regardez comme c'est difficile de gouverner la France. Tous ceux qui avaient peur, et je le comprends, les élus, j'ai été élu moi-même pendant tant d'années, dont on prenait la taxe professionnelle, pouvaient se dire comment on va faire, mais ceux qui prenaient l'économie de taxe professionnelle, ils ont été d'une discrétion, alors fantastique, hein. Pas un mot. Gouverner, c'est prévoir, c'est aussi assumer, hein. Bon, par moments, on s'est senti seul, mais bon. J'ai expliqué aux ouvriers il y a quelques instants que quand on supprime la taxe professionnelle, c'est pour eux qu'on le fait, pas simplement pour l'entreprise. Parce que si l'entreprise en France a plus de charges que l'entreprise ailleurs, pourquoi voulez-vous qu'on ne mette pas des usines ailleurs? Crédit impôt recherche, on le gardera, on le pérennisera. Et à l'Assemblée nationale, ça a été une fameuse bagarre, parce qu'un certain nombre de parlementaires, y compris de ma famille politique, qui avaient imaginé qu'il fallait réserver le crédit impôt recherche aux petites entreprises. Mais pardon, ça n'a pas de sens. Si une grande entreprise veut créer son laboratoire de recherche, pourquoi on l'empêcherait? Ça voudrait dire que les sous-traitants de Michelin auraient le droit au crédit impôt recherche et Michelin pas au crédit impôt recherche, en récompense à Michelin d'avoir gardé son laboratoire de recherche en France? Ça n'a pas de sens. Peu importe que ce laboratoire de recherche soit d'une petite entreprise ou d'une grande entreprise, ce qui compte, c'est que ça soit localisé en France. Donc on va pérenniser tout ceci. On continuera. Un mot encore sur les heures supplémentaires, parce que je vais vous faire 2 remarques avant de terminer, je ne veux pas être trop long, mais vous avez compris que c'est des sujets qui me passionnent. Parce que c'est là que se joue la bataille de l'emploi. Ça se joue là, elle ne se joue pas ailleurs. Parce que tout le monde n'aura pas la capacité ou l'envie d'être bac plus 18. Il y a des gens qui sont remarquablement intelligents, mais qui se formeront par l'apprentissage. Je veux dire que je crois beaucoup au dispositif pour les heures supplémentaires, parce que c'est vrai que l'un des problèmes dans l'industrie, c'est que c'est les petits salaires, c'est les petits salaires, pour des gens très compétents, et que les salaires ne sont pas élevés. Et que naturellement, les gens qui me disent on travaille tout le mois, on travaille toute la journée, à la fin du mois, qu'est-ce qui reste? Rien. Je comprends qu'ils ne soient pas contents. Et le seul moyen crédible d'augmenter les salaires des ouvriers, c'est que vous, les chefs d'entreprise, vous fassiez le choix des heures supplémentaires sur lesquelles vous ne payez pas de charges sociales et heures supplémentaires sur lesquelles les salariés qui reçoivent ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est du bénéfice pour le pouvoir d'achat à 100%. 700 millions d'heures supplémentaires l'année dernière. 5 300 000 salariés qui ont eu des heures supplémentaires. Je vois que certains proposent de les supprimer. Ben, ils s'expliqueront avec les 5 300 000 ouvriers et salariés qui en ont bénéficié sans payer d'impôt dessus. Parce que l'augmentation des salaires, il ne faut pas raconter l'histoire dans le monde ouvert tel qu'il est aujourd'hui, ça se passera par plus de travail, pas par moins de travail. Donc j'y crois beaucoup. On a fait le dispositif partiel, enfin, travail à temps partiel pour amortir le choc. Et puis, dernier point, j'ai demandé à Christine Lagarde et à Xavier Bertrand, on fera des propositions assez rapidement. Je veux évoquer même les questions qui fâchent avec vous. De travailler sur un dispositif suivant. Que des actionnaires gagnent de l'argent, tant mieux. Que des entreprises gagnent de l'argent, tant mieux. Qui peut souhaiter une entreprise qui soit en déficit? Et de ce point de vue-là, je suis très heureux. La France, tenez-vous bien, est le premier pays d'Europe pour les investissements. Et le 4e dans le monde. L'Agence française pour les investissements internationaux a recensé, tenez-vous bien, 800 projets d'investissement. La France est attractive. Mais je ne peux pas accepter que
pour les entreprises du CAC 40, on ait pu distribuer plus de 80 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires, très bien, je suis très heureux pour eux. Et que dans le même temps, on explique qu'il n'y a pas d'argent pour les salaires. Je pense que c'est votre intérêt à tous de comprendre ça. On doit être dans un système gagnant-gagnant. La valeur d'une entreprise, c'est son goodwill, son tour de main, ce qu'elle sait faire. Mais la valeur d'une entreprise, c'est la qualité des salariés, des ouvriers, des cadres qui sont dans l'entreprise. S'ils sont heureux, s'ils se sentent considérés, respectés, s'ils sentent que quand ça va mieux, eux aussi en profitent, c'est tout bénéfice pour les idées qui sont les nôtres. S'ils ont le sentiment que c'est pour les mêmes et que tout va à l'actionnaire et que rien ne va aux salariés, alors là, on fissure la communauté entrepreneuriale. Donc je voudrais qu'on imagine un système qui fait qu'au moment où on augmente ce qu'on donne aux actionnaires, ça me va très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais les salariés, ils en aient une partie aussi. Et je voudrais que ça ne soit pas dans le cadre de la participation, je l'ai dit à Christine Lagarde, vous savez toute ma confiance, parce qu'on a multiplié, avec la participation, c'est très important, mais les critères pour utiliser, donc les ouvriers, ça résiste, est-ce que c'est du vrai argent? Non. S'il y a une prime pour les actionnaires, il doit y avoir une prime pour les salariés. Et on travaille en ce moment là-dessus. Voilà. Vous savez, aux ouvriers, il y a quelques minutes, je disais, on a fait la réforme des retraites parce que vous devez travailler plus longtemps, sinon le système explose. Mais aux chefs d'entreprise, je dis, c'est bien que vous gagnez de l'argent avec vos entreprises, tant mieux, on va vous aider à ça, mais il faut que les salariés en profitent aussi. Sinon, c'est toute la communauté de l'entreprise qui se fissure. Voilà. Je crois honnête de vous dire les choses comme ça. Je préfère vous dire à vous ça que le dire aux ouvriers tout à l'heure. Ici, je ne parlerai pas des retraites. Je vais parler devant les ouvriers. Mais ici, je veux parler de cette question-là, du partage des profits. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour compléter... Pour compléter cette première partie, je vais m'adresser à Florence Poivret, qui est présidente d'Union Plastique en Haute-Loire et vice-présidente de la Fédération de la Plasturgie, qui, à ce titre-là, qui au titre de son entreprise, rencontre aussi des obstacles réels, tels que ceux qui se dressent devant les industriels en général. Quels sont-ils, Florence? Alors, Monsieur le Président, je suis donc une industrielle de la plasturgie de Haute-Loire. Nos clients sont exclusivement l'industrie pharmaceutique et médicale. Alors, la crise, certes, nous a contraints à être plus audacieux en termes, par exemple, de formation ou d'innovation. C'est bien, c'est positif, c'est sûrement consolidant pour l'avenir. Par contre, nous, PME sous-traitantes, nous sortons de la crise fragilisés sur 2 points que j'aimerais vous présenter. Le premier concerne les relations sous-traitants-donneurs d'ordre. Et le deuxième, un point très accru et très actuel aujourd'hui, c'est nos problèmes liés à nos matières plastiques. Alors, concernant les relations sous-traitants-donneurs d'ordre, on aurait pu espérer que la crise les améliore. Force est de constater que dans un certain nombre de secteurs, elle les a plutôt exacerbés, malgré, je ne veux pas les citer, mais les nombreux chemins que vous avez commencé à entreprendre dans ce sens. Alors, personnellement, je fais partie des privilégiés qui en sont épargnés. Donc, je suis peut-être plus libre pour en parler. Mais il est vrai que la course effrénée au prix, à la productivité, n'est pas le meilleur ferment de pacification. Donc, j'ai une première question. Comment nous aider à bâtir des filières qui soient gagnantes du plus grand au plus petit, le plus petit étant notre consommateur final? Alors, concernant le double problème qui est rassemblé autour de nos matières plastiques, qui nous prive, comme vous, Monsieur le Président, mais très modestement, de toute visibilité. Le premier problème, c'est les hausses. On est habitué aux hausses, mais aujourd'hui, elles sont devenues fréquentes, brutales et fortes. Entre 20 et 70% en 2010 sur certaines de nos matières plastiques. La tendance du début de l'année, 20% d'augmentation. Quand on sait que
la matière plastique représente 40% de nos prix, c'est potentiellement 8 à 25% de marge qui s'effondrent. Et nous, petites PME, nous n'avons pas toujours la possibilité de les répercuter sur nos prix. Le deuxième problème, la pénurie, elle, est nouvelle dans notre paysage. Nous nous battons tous pour mendier des camions. J'ai aujourd'hui des confrères, par exemple, dans la connectique de haute technologie, qui sont obligés de refuser des marchés faute de matière. Alors nos voisins anglo-saxons, nos voisins du Nord, ont intégré dans le droit privé des clauses qui prennent en compte la théorie de ce qu'on appelle l'imprévision. Alors ma question, Monsieur le Président, comment nous aider à affronter ces aléas? Comment, d'une certaine façon, nous aider à desserrer un peu l'étau qui est le nôtre, d'un côté des fournisseurs géants et de l'autre côté des clients qui, par leur taille, sont généralement infiniment plus importants que nous? Merci Madame Boivet. C'est un problème extrêmement difficile et qui ne concerne pas que la plasturgie. J'avais eu l'occasion il y a quelques années, peut-être vous en souvenez-vous, de venir en Haute-Loire, de visiter l'école de plasturgie. Enfin, je connais les impacts économiques importants de la plasturgie. Bon, c'est toute la question de la sous-traitance qui est posée et la difficulté que nous avons en France de travailler en équipe. Tout le monde met en avant la question du prix, j'aimerais mettre en avant la question de la qualité. Il est parfois des donneurs d'ordre qui se comportent de manière scandaleuse en imposant à des petits sous-traitants la délocalisation, parce que la seule chose qui compte, c'est les prix. Et puis le jour où on délocalise et qu'on a un problème de qualité, parce qu'il n'y a pas de secret, on peut toujours faire produire moins cher. Mais il y a le problème de la qualité, du savoir-faire. Et puis il y a le problème de la stabilité du pays où on a poussé le sous-traitant à intervenir. Donc nous, on va faire tout ce qu'on peut pour faire baisser le point mort des charges sur le territoire national, mais il faut absolument que les donneurs d'ordre comprennent que c'est leur intérêt d'avoir un réseau de sous-traitants qui puissent vivre, qu'on ne doit pas pressurer de telle manière qu'ils sont en permanence au bord de l'asphyxie, parce que naturellement, quand on a 80 employés et un seul client, qu'est-ce que voulez-vous qu'elle soit, la discussion sur la fixation des prix? Ça n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Alors on a créé une médiation de la sous-traitance, c'est Jean-Claude Vollot qui est en charge, comme on a créé une médiation du crédit qui avait bien marché. Je regardais les chiffres parce que je savais bien qu'on allait parler de ça. Jean-Claude Vollot, il y a 194 dossiers collectifs, ils représentent des milliers d'entreprises, et jusqu'à présent on a 85% des problèmes qui sont résolus. Parce qu'en vérité, dans le secret du dialogue entre le sous-traitant et le donneur d'ordre, ça se passe mal. Mais dès qu'on met un peu sur la place publique le dossier, il se passe beaucoup mieux. Vous le savez très bien, Madame Poivet. Vous savez très bien. Parce que les grands donneurs d'ordre, ils ont par ailleurs des grandes demandes à faire. Et ils n'aiment pas trop qu'on vienne dans le détail de tout ça. Moi, je suis prêt à aller dans le détail de tout ça. Voilà. Donc, je comprends bien que le donneur d'ordre, il a aussi des problèmes de compétitivité. Je le comprends parfaitement. Mais faire disparaître une entreprise qui a plusieurs décennies au prétexte qu'il fabrique des petits rivets et qu'on peut gagner 0,01 euro en le faisant fabriquer ailleurs, c'est un mauvais calcul. Parce que ce n'est pas le calcul de la sécurité et ce n'est pas le calcul de la stabilité. Donc on va beaucoup travailler là-dessus. Éric Besson tient d'ailleurs un comité de la plasturgie le 26 avril, car la plasturgie fait partie des secteurs industriels prioritaires. Car il faut que je vous dise aussi que ça sera beaucoup plus facile le jour où vous accepterez tous de vous organiser en filière. Parce que parfois, j'ai envie de dire, aide-toi, le ciel t'aidera, pas à vous. Je ne me permettrai pas, Florence Poitvin, mais aux autres. Tout le monde veut être libre, tout le monde ne veut rendre de compte à personne et être dans son coin. Bon. Alors, l'industrie française auquel je crois, on ne pourra pas être dans tous les secteurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on choisisse 10, 15 secteurs stratégiques et qu'on mette le paquet sur ces secteurs stratégiques. Et puis malheureusement, il y a des secteurs qu'on a abandonnés depuis des années, on a bien du mal. Alors, il reste des niches dans le textile, je sais très bien, mais
il reste des niches dans les machines à outils, mais on voit bien qu'on a pris beaucoup de retard. En revanche, il y a l'automobile, il y a l'aéronautique, il y a la pharmacie, il y a la plasturgie, bref, il y a l'agroalimentaire. Je vais en oublier, ça va être abominable, mais il y a des secteurs prioritaires et on va vous aider massivement là-dedans. Deuxième point, les matières premières. Là, on est dans un système extrêmement complexe. Il y a deux situations. Lorsque la hausse du prix des matières premières est due à une inadéquation entre la demande et l'offre, il est normal que le prix augmente. Je n'ai rien à dire. Eh oui, s'il y a plus de demande et que l'offre ne suit pas, forcément, le prix va augmenter. La question, alors, pour formuler une réponse, c'est celle du prix final et du partage tout au long de la chaîne pour répartir l'augmentation du coût de production. On le connaît très bien avec les agriculteurs. Moi, je suis désolé, quand il y a le prix pour nourrir les bêtes qui augmente de 35%, hein, et que je vois en grande surface que le prix qui est payé, il reste au même niveau, je ne suis pas d'accord. Il y a un partage qui doit se faire, pas simplement entre donneurs d'ordre et sous-traitants, mais aussi avec la distribution. Et puis, il y a tous les autres secteurs où, en plus, la spéculation s'est mise là-dedans. Or, tous les marchés de matières premières sont des marchés mondiaux. Et la France, présidente du G20, Christine s'en occupe, a mis la question de la régulation du prix des matières premières. Je m'explique. C'est absolument anormal qu'un intervenant puisse acheter sur un marché mondial des matières premières 15% de la production annuelle, l'acheter, sans le payer, et le revendre avec une plus-value avant de l'avoir payé. C'est pas vrai sur le caoutchouc? Non. Et c'est vrai. Non, mais vous pouvez prendre le caoutchouc, le cacao, les grandes cultures, toutes les matières premières. Non, je vous assure, ça se passe comme ça parce que ce sont des marchés mondiaux avec des petits intervenants. Donc, la France présidente du G20 a proposé, et on va essayer d'obtenir cela, que dorénavant, on ne puisse pas acheter une quantité de matières premières sur un marché mondial sans être obligé de bloquer 20 à 25% de la somme totale. C'est le minimum. Deuxièmement, on a régulé les produits dérivés financiers. Pourquoi ne pas réguler les produits dérivés en termes de matières premières, agricoles et matières premières? Troisièmement, il faut de la transparence. On ne sait rien de l'état des stocks. Là aussi, on peut prendre toutes les matières premières. Il y a des industriels qui sont dans la salle et ils vous le diront. Il faut donc qu'on ait une organisation mondiale qui dise où on en est des stocks de matières premières et qu'on puisse réguler tout ceci pour que vous puissiez accéder à une matière première bon marché, en tout cas pas gangréné par la spéculation. Enfin, se posera un dernier problème sur lequel on est en train de travailler, qui est la question des matières premières et des terres rares. Problème absolument considérable que nous travaillons avec Éric Besson et Christine Lagarde pour savoir si nous n'avons pas besoin d'une société nationale parce que la ressource en matières premières est un élément stratégique. Et sans doute, il faut que nous réfléchissions tous ensemble à cette question. Vous voyez, mesdames et messieurs, que tous ces sujets ne sont pas de gauche ou de droite, ne sont pas d'opposition ou de majorité. Ce sont des sujets pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 50 ans. Et il faut que chacun puisse se hausser au-dessus de ses intérêts partisans pour poser les bases. Mais de quoi? De la préparation de la France dans le XXIe siècle. Voilà, madame, pardon, hein, j'ai segmenté beaucoup mes réponses, mais c'est cela que nous allons faire. Et c'est vraiment, ce sont des enjeux absolument considérables qui se poseront d'ailleurs avec l'avenir de la partie minière d'Areva, avec le problème des ramettes, des terres rares, etc. Voilà, merci. Dans notre deuxième partie, nous aborderons le soutien de l'État aux entreprises et nous aurons deux intervenants. Je demanderai à Pierre Pagès, qui est président de l'Imagrin,
notre semencier de référence sur le territoire national, plus de 1000 salariés en Auvergne, sur les 6700 du groupe et 1300 chercheurs. Je demanderai à Pierre quel soutien attendez-vous de l'État. Et puis je me retournerai vers Stanislas, et nous ferons un tir groupé, Stanislas Desjonquers, qui est président de l'IO-Centre, un laboratoire de recherche, développement et production de probiotiques à vocation médicamenteuse, une PME de 75 personnes qui fait 60% de son chiffre d'affaires à l'international. Et je lui poserai la question, comment avez-vous trouvé les moyens de sortir de votre isolement pour grandir? Pierre d'abord, Stéphane ensuite. Bien, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, mon entreprise se situe en amont d'une longue chaîne agricole et agroalimentaire dont j'ai envie de citer 3 chiffres. La production agricole et agroalimentaire de ce pays, c'est 300 milliards d'euros. Elle emploie 2,5 millions de personnes et elle a 10 milliards d'excédents dans le cadre de sa balance des paiements. Notre métier, celui de l'entreprise que je préside, c'est celui de l'amélioration des plantes pour être en capacité demain de satisfaire les marchés. C'est un métier largement internationalisé, donc consommateur de capitaux. Et à votre initiative, la création du Fonds stratégique d'investissement nous a permis, de considérer notre entreprise comme un secteur stratégique au regard des intérêts de notre pays, et de conclure à une augmentation de capital de 150 millions d'euros qui est venue conforter nos fonds propres et qui nous permet d'optimiser nos investissements et qui est un bras de levier précieux pour poursuivre notre développement et notre mission. Alors notre métier, c'est aussi une entreprise de recherche et d'innovation. 14% de notre chiffre d'affaires est dépensé en recherche annuellement. En fait, ce sont nos semences qui sont les vecteurs d'innovation et cette innovation est indispensable pour relever les grands défis du XXIe siècle, que sont la sécurité alimentaire, que sont aussi la protection de l'environnement et que sont sans doute nouveaux pans entiers d'économie à partir de la chimie du végétal. On pourrait même y rajouter l'adaptation de nos plantes au changement climatique. Et donc, l'État a mis en place, en plus du fonds d'investissement, un certain nombre de grands programmes pour soutenir ces recherches. Je vais les identifier rapidement au nom de 3. Donc, les pôles de compétitivité. Nous sommes une des entreprises leaders de pôles de compétitivité céréales vallées dans le cadre de l'amélioration, notamment blé et maïs. Nous allons bénéficier de l'enveloppe investissement d'avenir sur 2 grands programmes, en consortium avec l'ensemble des gens du métier et de notre recherche publique. Et puis, nous bénéficions aussi du crédit d'impôt recherche. Alors, vous venez d'en parler, Monsieur le Président. Moi, j'ai envie de témoigner devant vous tous que c'est sans doute, à mes yeux, aux yeux de l'entreprise, le dispositif le plus efficace. C'est un dispositif qui nous a permis de réinvestir l'intégralité du crédit qui a été mis à notre disposition. Et ma question, elle est simple. Est-ce que, compte tenu des contraintes budgétaires, ce crédit d'impôt recherche continuera de soutenir nos investissements? Stanislas. Monsieur le Président, alors déjà bonne nouvelle, nous ne sommes pas 75 mais 86. On va donc créer 11 emplois depuis 10 secondes, depuis la dernière donnée. Je préside un laboratoire pharmaceutique qui fait de la recherche et développement dans le domaine des probiotiques et dont le thème principal est comment mieux guérir les gens en partant des bactéries et comment synergiser les traitements antibiotiques. C'est donc un domaine d'avenir.
Avant de vous poser ma question, je voudrais introduire et mettre en lumière, à l'image de ce qu'a fait M. Pagès, 2 points fortement positifs qui nous ont fortement aidés. Parce que je pense que c'est important de dire qu'on sait bien. Et je suis heureux de pouvoir vous le dire directement. Nous, en tant que dirigeants, on a souvent des problèmes et on ne nous dit jamais qu'on sait bien. Alors je vais vous dire 2 choses où on est ravis. La première chose, c'est Oseo. Oseo fait un travail remarquable. Nous sommes une PME de 86 personnes. Plus que jamais dans notre secteur, sans innovation, il n'y a pas de croissance. Et la raison pour laquelle nous pouvons prétendre à grandir, et nous grandirons, et nous créerons de la richesse et des usines dans le Cantal, puisque c'est là que nous venons, c'est parce que Oseo, sous forme de divers procédés de renforcement de fonds propres, d'aide à l'innovation, nous aide. Et ça, c'est fondamental pour une PME. Le crédit d'impôt recherche, on en bénéficie aussi. Mais pour nous, c'est fondamental. La seule raison pour laquelle nous continuons d'investir, et de façon, je dirais, disproportionnée par rapport au ratio classique de nos fonds propres, c'est parce qu'Oseo est derrière nous. Deuxième chose, l'initiative que je vais citer est régionale, mais l'État y a partie, ce sont les filières. L'Auvergne a initié récemment des clusters d'excellence dans le but de concentrer l'ensemble des ressources sur 7 domaines où il y a des synergies apportées entre les entreprises. L'initiative est régionale, mais l'État est présent pour 20%, la région pour 20%, le FEDER pour 40%. Tout le bien qu'on peut penser des clusters est le suivant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, ça nous rend plus forts en termes de PME. Il y a des synergies. Mais il y a un maillage des compétences. Maillage des compétences qui rapproche le public et le privé. C'est la fin de la guerre entre l'université publique et le privé. Il y a des synergies qui sont fondamentales. C'est l'accès à la recherche. C'est la possibilité d'être plus fort quand on répond à des appels d'offres. Et c'est surtout une couleur institutionnelle qui nous donne une meilleure visibilité, une plus grande force. Par les clusters, nous grandissons par procuration. Nous prenons conscience des possibles et nous construisons l'avenir. La grande vertu des clusters, c'est la concentration des ressources en un point. Ça aussi, vous l'avez abordé. Il vaut mieux être bien dans plusieurs endroits qu'un peu partout, c'est-à-dire bien nulle part. Ce que nous vivons, et je le dis avec tout le respect pour les personnes avec lesquelles nous travaillons, la concentration des ressources n'implique pas forcément la concentration des règles de gestion. Quand les clusters concentrent des aides FEDER, des aides d'État, des aides de région, nous faisons face à 3 règles différentes pour gérer les dossiers. Pour des raisons que nous comprenons parfaitement, puisque c'est de l'argent public, il doit y avoir contrôle. Les personnes que nous avons en face de nous font leur boulot et le font très bien, je m'empresse de le dire. Mais dans quelle mesure la concentration des ressources pourrait-elle avoir pour corollaire la concentration des règles de gestion ? Bon, merci. L'Imagrin, le FSI a pris 150 millions pour augmenter vos fonds propres. C'était une façon pour nous de croire dans l'avenir de l'agriculture. En Auvergne, 4 investissements soutenus par le FSI. Le FSI, c'est 20 milliards d'euros. Il a investi 3,5 milliards depuis sa création, depuis presque 2 ans. Et nous venons de décider, avec Madame Lagarde, d'augmenter le potentiel du FSI d'1,5 milliard d'euros. Donc nous recherchons des entreprises stratégiques. Pourquoi on a fait ça, Monsieur le Président? Parce qu'on a vu arriver la crise. Et avec la myopie des marchés, on a vu le prix de certaines entreprises stratégiques s'effondrer. Et l'effet moutonnier de tout cela, je me suis dit, on va voir nos plus belles entreprises rachetées par des capitaux qui ne sont pas français à vil prix. Donc on a créé un fonds d'investissement à la française pour empêcher qu'à vil prix, des capitaux étrangers ou inamicaux s'emparent de nos fleurons. Je revendique d'ailleurs, comme vous le savez, je n'ai pas un engagement à gauche extrêmement ancien, et ça ne change pas, ça se saurait. Bon, et franchement, tout ce que je vois ne me donne pas envie de changer d'ailleurs. Bon, non, mais c'est juste une... Non, c'est une remarque personnelle. Mais, tu as raison. Mais, je revendique le droit et même le devoir pour l'État d'intervenir dans l'économie de marché
lorsque c'est nécessaire. Je le revendique. Je le revendique. Et qu'on ne vienne pas me faire le procès en refus de l'économie de marché, en refus des règles, je le revendique. Si le général de Gaulle n'avait pas eu la vision de doter la France d'une industrie nucléaire de premier plan et sûr, nous n'aurions pas notre indépendance énergétique. Ce n'est pas le marché qui aurait fait ça. Ce n'est pas le marché qui aurait fait ça. Ce n'est pas le marché qui aurait fait ça. J'en profite d'ailleurs pour dire, devant vous tous, que je suis parfois stupéfait du manque de sang-froid d'un certain nombre de ceux qui sont des dirigeants ou qui voudraient être des dirigeants. La catastrophe du Japon est abominable. Mais le débat n'est pas pour ou contre le nucléaire si on est raisonnable, si on est responsable. Il n'y a pas d'énergie alternative du nucléaire aujourd'hui. Le débat, c'est quelle sûreté pour le nucléaire. Ceux qui nous disent qu'il faut arrêter les centrales, il y a une 60aine de centrales nucléaires en France qui sont sûres. Par quoi voudriez-vous qu'on les remplace? On vient de m'expliquer, Madame Poivet, que les matières premières, le prix augmentait. Vous imaginez, si on n'avait pas le nucléaire, quel serait le prix de l'électricité pour faire marcher nos usines? Donc la question, c'est la meilleure sûreté nucléaire. Mais on ne va pas remplacer le nucléaire par le solaire ou par les éoliennes. Même si on doit développer les énergies renouvelables. Depuis que je suis élu président, on a multiplié par 18 l'éolien et par 5 le solaire. Mais enfin, le nucléaire nous a apporté une indépendance énergétique. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Je sais qu'on a des idées. Oui, et avec ces idées, on a fait le nucléaire. Bon. Donc je ne vais pas... Non, mais il faut... Bien sûr qu'on doit avoir le retour sur expérience de ce qui se passe ailleurs. Mais il faut du sang-froid. On ne va pas fermer nos centrales. Ça fait 50 ans sans qu'il y ait eu de problème. Améliorons la sûreté de nos centrales nucléaires. Mais vous voyez parfois un manque de sang-froid. Bien sûr qu'il y a le temps médiatique, mais pour les femmes et les hommes d'État, il doit y avoir le temps de la vision. On ne peut pas diriger un pays de 65 millions d'habitants en prenant des décisions comme ça. Alors je ne vois plus que le mot moratoire. Enfin, une fois qu'on a attendu, qu'est-ce qu'on fait? Si attendre est un programme, les autres ne nous attendront pas. Et ça ne s'arrangera pas tout seul. Sans compter que je crois à la pertinence de tous ces ouvriers, tous ces ingénieurs qui ont fait une filière nucléaire qui est d'ailleurs transpartisane, hein, parce que le nucléaire en France a été soutenu à la fois par la gauche et par la droite. Je veux le rappeler quand même. Hein. C'est un patrimoine qui va au-delà des querelles partisanes. D'ailleurs, ceux qui proposent la suppression du nucléaire, par quoi proposent-ils de le remplacer? Bon. Alors, ce n'était pas la question, mais c'était ma réponse. Et de ce point de vue, je veux quand même dire que c'est... Mais même pour une région comme la vôtre, tu peux applaudir, la CGT et un certain nombre de forces politiques de gauche ont toujours été pour le nucléaire. C'est d'ailleurs leur honneur, absolument leur honneur, parce que je ne vois pas au nom de quoi il y aurait une énergie qui serait de gauche et une énergie qui serait de droite. Quelle drôle d'idée. Quand vous allumez la lumière... Bon. Alors, donc, le FSI va continuer à investir, mais Président Pagès, je vous le dis pour le crédit impôt recherche, il coûte au budget de l'État 4 milliards d'euros. Je vous dis les choses peut-être que je le pense. Je n'accepterai pas qu'on le remette en cause. Vous savez, une anecdote amusante, j'ai fait voter le crédit impôt recherche avec Christine en 2007. Et en 2008, les services de Bercy sont venus voir Christine et moi, on dit c'est une catastrophe, le crédit impôt recherche, ça coûte très cher, il faut l'arrêter. Ah, je dis mais expliquez-nous, c'est intéressant monsieur. Ben oui, ça coûte trop cher, à l'époque ça coûtait 2,5 milliards. Je dis, vous êtes donc en train de m'expliquer qu'on a fait un dispositif fiscal qui n'est pas pertinent parce qu'il marche. Moi, je souhaite un dispositif fiscal qui coûte de l'argent.
Parce que, comprenez-moi bien, tant mieux qu'il marche. Parce que ces 4 milliards d'euros que coûte le crédit impôt recherche, ça veut dire que ces 4 milliards d'euros qui sont investis dans l'économie française pour innover. Je souhaite que ça soit encore plus cher. Parce que c'est une bonne dépense. Et qu'il faut qu'on arrête en France de créer des dispositifs fiscaux qui sont tellement intelligents que personne ne les comprend. Comme personne ne les comprend, personne ne les utilise. Ça, c'est sûr, ils ne coûtent rien. Mais ils ne servent à rien. Et de ce côté, on pourrait se débarrasser de bien des choses. Donc, le crédit impôt recherche, il ne bougera pas plus que les pôles de compétitivité. Monsieur le Président Juncker, Oseo, je ne peux pas dire du mal d'Oseo. Oseo, je l'ai créé lorsque j'étais ministre des Finances en 2004. C'est une réussite fantastique. Mais là aussi, il faut que je m'en explique. Parfois, je rencontre des banquiers qui me disent « Comment vous avez fait avec Oseo, un concurrent au système bancaire privé ?» Ben oui, je l'ai fait parce que j'ai considéré que si on ne faisait pas, nous, les pouvoirs publics, une banque, je ne suis pas sûr que toutes les PMI aient accès au crédit dont ils ont besoin. Selon la règle qui fait que je vois trop souvent qu'en France, on veut absolument prêter de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. De ce côté-là, on a toute possibilité. Mais, Monsieur le Président de Juncker, vous créez votre entreprise, vous développez votre entreprise, vous ne pouvez pas servir des intérêts innombrables, parce que j'imagine que tout ce que vous gagnez, vous le remettez dans l'entreprise, vous le réinvestissez. Mais c'est ça le travail d'une banque, investir pour le long terme, beaucoup plus que d'avoir une salle de marché qui joue à la roulette, en général la roulette russe d'ailleurs, pour savoir si la bourse de Francfort va passer les 8000 points ou rester en dessous des 8000 points. Donc Oseo, c'est 29 milliards de crédits qui ont été faits aux entreprises, et nous avons fait Oseo parce que nous avons considéré que le système bancaire privé, malgré tous les efforts qu'il faisait, ce n'était pas suffisant. Et nous avons donc décidé de remettre 2,5 milliards d'euros de plus, malgré la crise, pour Oseo. Et le jour où les banques privées françaises me démontreront qu'elles sont capables de faire le travail d'Oseo à la place d'Oseo, alors on se posera la question de l'avenir d'Oseo, pas avant. Parce que le grand problème de la France, c'est que quand il y a une bulle spéculative, écoutez, tout le monde, il y a quelques années, prêtait à n'importe qui pour acheter des terrains à n'importe quel prix. N'importe qui, à n'importe quel prix. Et quand il y a eu dans les années, fin des années 80, cette période ridicule où se créaient des entreprises pour lever des fonds, vous savez, c'était des entreprises fantastiques, elles n'avaient pas de clients, elles n'avaient pas de fournisseurs, elles fabriquaient rien du tout, mais elles levaient des fonds. Dès que vous voyez un type, vous rencontriez quelqu'un, vous disiez « Qu'est-ce que c'est votre métier ?»« Je lève des fonds. » Bon. En fait, de lever des fonds, ils ont fait des trous abyssaux de dettes. Bon. Mais à cette époque-là, je constate une chose, c'est qu'il y avait des banques pour prêter de l'argent. Et dans des proportions considérables. Donc on a fait Oseo, et Oseo gardera. Mais vous avez mis le doigt sur un point qui nous fait mal, et vous avez raison, c'est trop compliqué. C'est trop lourd. Et tout le monde veut être chef. Et tout le monde veut contrôler. Et on ne s'en sort plus. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons porté une réforme des collectivités territoriales qui rassemble le département et la région pour essayer de simplifier les choses. Vous avez dit que la région investissait dans les clusters. Oui, c'est très bien. Je l'en félicite d'ailleurs. Mais je ne vois pas d'ailleurs pourquoi les régions et l'État ne travailleraient pas main dans la main. Les clusters, nous les avons inventés en 2004 à la suite du rapport de Christian Blanc. Que les régions investissent, et notamment la région Auvergne, tant mieux. On ne va pas revenir à des comportements moyenâgeux où s'il n'y a pas la même étiquette politique entre la région et le département, on ne travaille pas, ou entre la région et l'État, on ne travaille pas ensemble. C'est absurde. Et vous avez parfaitement raison de rendre hommage au travail de l'État comme de rendre hommage au travail de la région. Ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'on crée des emplois en Auvergne. C'est ça qui compte. Et tout le monde en profitera. Et donc, toute la question de l'accumulation des règlements, de la lourdeur de nos administrations, c'est une question essentielle sur laquelle nous travaillons beaucoup, et j'admets bien volontiers qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Tout le monde veut contrôler, c'est bien de contrôler, mais il ne faut pas que ça paralyse. Bon.
et j'accepte le principe de précaution, mais maintenant, et notamment pour les élus, on préfère ce qui est laid et légal à ce qui pourrait être beau, innovant, mais qui pourrait provoquer des ennuis. Et maintenant, on paralyse et on condamne à l'inertie les élus les plus imaginatifs et les gens les plus imaginatifs. Et c'est un problème considérable dans notre pays. Tout ne doit pas être normé, tout ne doit pas être réglé, on n'a plus le droit de rien faire. Ça ne veut pas dire que je suis pour qu'on abandonne la loi montagne, la loi littorale, pour qu'on ne respecte pas les règles. Mais je pense qu'on a été trop loin et qu'il faut rentrer dans un dispositif aujourd'hui où il serait pas mal qu'on délégifère. Et je pense notamment au code de l'urbanisme et un certain nombre de normes qui, au fond, emprisonnent des entrepreneurs comme vous ou des élus parmi les plus dynamiques. Et vous avez raison, c'est un caillou dans notre soulier. En troisième partie, nous allons traiter de l'attractivité de l'industrie au travers de l'emploi, de la formation et de la gestion des ressources humaines. Deux témoins, Marielle Bravo, chef du personnel sur deux des sites industriels de Michelin, spécialiste de la gestion des ressources humaines, qui nous donnera son avis sur les enjeux de la formation et la difficulté à trouver des candidats pour reprendre des entreprises industrielles. Et nous aurons Sophie Kommerek. Vous dirigez, vous Sophie, l'École supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, l'un des fleurons de l'appareil de formation en Auvergne, qui compte 42 000 élèves à travers 7 grandes écoles, 2 universités, 2 IUT, 2 écoles spécialisées et une école internationale. Et vous nous direz comment anticiper les besoins des entreprises et conforter l'attractivité des métiers industriels. Monsieur le Président, Michelin emploie à Clermont-Ferrand 11 500 personnes réparties sur 3 grands pôles d'activité. Le siège social du groupe, le centre de recherche mondial, vous en avez parlé tout à l'heure, et des activités industrielles. En 2009, du fait de la crise, nous avons dû réduire l'activité de nos ateliers de fabrication clermontois, qui emploient plus de 4 000 ouvriers. Après avoir utilisé tous les aménagements prévus par notre accord sur le temps de travail, nous avons dû recourir au chômage partiel. Comme le permet la loi, nous avons mis en place des programmes de formation de substitution au chômage partiel. Ils ont permis de diminuer par 3 le nombre de jours de chômage nécessaires. Ce dispositif a permis à nos salariés de maintenir leur rémunération tout en renforçant leur professionnalisation. À la reprise d'activité, nous avons réactivé nos capacités industrielles et repris les recrutements, en renforçant notamment le recours à l'alternance. Fin 2010, nous avions dans nos effectifs 940 personnes en alternance. Parmi ceux-ci, 790 contrats de professionnalisation. Ce dispositif que l'État met à la disposition des entreprises permet aux nouvelles embauchées d'acquérir une formation professionnalisante tout en trouvant un emploi. Par ailleurs, 150 apprentis ont été pris en formation au sein de notre école à partir du niveau CAP jusqu'au Bac+5. Dans cette phase de reprise, nous constatons des difficultés à recruter sur certains métiers, les métiers dits en tension. Pour notre entreprise, ce sont les professionnels de fabrication, les professionnels de maintenance, mais aussi des emplois plus qualifiés, comme des emplois de techniciens de bureau d'études. Pour nous aider à réduire nos difficultés de recrutement, Michelin vient de signer une convention innovante avec Pôle emploi. Cependant, dans ce contexte, ma question, Monsieur le Président de la République, est la suivante. Comment l'État peut-il aider à améliorer l'adéquation des compétences des demandeurs d'emploi avec les besoins des entreprises industrielles? Madame Kommerek. Monsieur le Président, la mission des écoles d'ingénieurs est de produire des diplômés opérationnels destinés aux entreprises et à l'industrie. Créatifs, innovants, adaptables, entrepreneurs, ils contribuent au développement de l'industrie dans un contexte international, vous l'avez souligné, et aujourd'hui, on peut considérer que l'ingénieur endosse une responsabilité multidimensionnelle. Alors, cependant, force est de constater que les métiers de l'industrialisation, de la production, ne sont pas les plus prisés de nos diplômés.
Et ceci est vrai à tous les niveaux de l'appareil de formation. En Auvergne, les établissements qui offrent des formations industrielles de qualité à des niveaux CAP, bac, sont nombreux. Et pourtant, eh bien, les jeunes boudent ces formations qui répondent aux besoins identifiés de l'industrie, qui sont construites sur la base d'un partenariat étroit avec l'industrie. Et la meilleure preuve, c'est que 100% de ces diplômés trouvent un emploi immédiatement à l'issue de leur formation. Alors en Auvergne, les services d'orientation se sont mobilisés. En ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, elles participent à des actions d'orientation active. Nous sommes largement impliqués dans le dispositif des cordées de la réussite, et ce n'est qu'un exemple. Un certain nombre d'initiatives se sont identifiées, et j'en citerai deux tout particulièrement originales. L'exemple d'un lycée qui offre une année d'immersion dans l'industrie à ses bacheliers, dans le cadre d'un partenariat avec un grand groupe industriel. Et puis une initiative des écoles d'ingénieurs clermontoises qui sont actives au sein de l'Alliance de la manufacture innovante, qui constitue un consortium de 12 grandes écoles des régions Rhône-Alpes-Auvergne, et qui vise à renforcer encore ce lien avec le tissu industriel régional, en particulier avec les PME, pour être ensemble plus forts. Et malgré tous ces efforts, eh bien, les jeunes apparaissent comme peu attirés par l'industrie et ses métiers. Alors la question que nous nous posons, autant du côté de l'industrie que des établissements de formation, c'est quels seraient les moyens dont nous pourrions disposer pour mettre en œuvre, pour balayer ces idées reçues, faire bouger ces mentalités et trouver les leviers qui permettraient d'améliorer l'attractivité de l'industrie. Il y a un véritable scandale quand on pense que 75% des places offertes dans l'industrie n'ont pas été, enfin 75% seulement des places offertes en termes d'emploi dans l'industrie ont été pourvues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du scandale de ce que ça représente. On se bat pour l'industrie, on se bat pour les usines, et il y a 25% des emplois offerts par l'industrie française sur le territoire national qui ne trouvent pas de salariés. Est-ce que vous vous rendez compte? Qui peut l'accepter? Je le dis au député de la circonscription, Jean-Paul Baquet, comme à n'importe quel député, qui que ce soit, personne ne peut accepter cela. Personne. Personne. Un quart. Alors, quand il y a eu la crise, on a essayé de mettre le paquet, 4 milliards d'euros, et on a accompagné 3 millions de personnes. Madame Bravo le disait, moi je préfère de beaucoup une personne en activité partielle, je préfère activité partielle que chômage partiel. Parce que c'est plus respectueux pour la personne. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au chômage partiel. Ah, non, non, je suis en activité partielle. C'est-à-dire, je travaille dans mon entreprise et je travaille à ma formation. Bon. Et on sort de la crise maintenant. Il faut voir que la France a connu 30% de chômeurs en plus pendant la crise. Sur la même période, au Royaume-Uni, 50% de chômeurs en plus. Sur la même période, aux États-Unis, 100% de chômeurs en plus. Sur la même période, en Espagne, 121% de chômeurs en plus. Je ne me satisfais pas parce que celui qui est dans les 30% de chômeurs en plus, qu'est-ce que ça peut lui faire qu'en Espagne, c'était 121%? Je dis simplement que la réponse à la crise, je le crois, a été pertinente. Maintenant qu'on sort de la crise, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour l'industrie, Madame Bravo, comme Madame Kemarec, il n'y a qu'une seule solution, c'est augmenter le nombre de jeunes en alternance et en professionnalisation. Il n'y a pas d'autre solution. Faire revenir les jeunes vers l'industrie. D'abord, je le dis aux moins jeunes, ce que vous savez faire, qui est merveilleux, qui est un trésor, vous devez le transmettre à des jeunes. Sinon, votre métier va disparaître. Et la plus belle école, c'est l'école de l'industrie, où on apprend aux côtés d'un maître d'apprentissage, où on apprend aux côtés d'un collègue qui a plus d'expérience et qui sait vous montrer le geste. Alors, nous avons décidé, malgré toutes nos difficultés, de mettre 500 millions d'euros de plus
pour conduire 800 000 jeunes en apprentissage ou en professionnalisation dans vos entreprises. 800 000. Attention, l'apprentissage, ça peut être aussi dans les services, pas simplement dans l'usine, dans l'industrie. Ça peut être dans les services. Donc, effort massif sur les centres d'apprentissage, on va les rénover, on va en créer d'autres pour amener à vos entreprises des jeunes. Nous créons un système de bonus-malus vertueux, c'est-à-dire toute entreprise qui prend plus de jeunes en apprentissage ou en professionnalisation aura aura une baisse de ses charges. Toute entreprise qui en prend moins aura une augmentation de ses charges. Je parle des entreprises de plus de 250 salariés. L'entreprise plus petite, c'est pas sûr que ça soit pertinent de lui mettre des règles trop contraignantes. Il faut que les Français comprennent qu'un jeune en apprentissage ou en contrat de professionnalisation a 100% de chances d'avoir un emploi et qu'un jeune en formation théorique a 50% de risque d'être au chômage. Il faut quand même le dire. Tout le monde parle de l'orientation, mais l'orientation, ce n'est pas de faire des belles affiches pour expliquer l'industrie. C'est de dire aux parents, de dire aux familles, voilà, si votre enfant va dans ce secteur, voilà le risque qu'il a d'être au chômage. Et voilà le salaire moyen. C'est ça l'orientation. Ce n'est pas de faire des beaux dessins avec Georges Clooney dans une usine. Hein? Enfin, ou un autre, selon les goûts, vous faites ce que vous voulez. C'est pas... Mais je crois que là se joue la bataille essentielle. Et puis, dernier point, puisque nous commençons à sortir de la crise, il va falloir faire des contrôles, je suis désolé de le dire, mais je le dis parce que je le pense, des contrôles plus précis et plus exigeants pour les chômeurs qui bénéficient d'allocations et qui refuseraient des offres d'emploi disponibles. Je pense que... Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais il faut qu'il y ait les deux éléments du dispositif. Être au chômage est un drame. L'immense majorité des chômeurs subissent le chômage. Ils ne le veulent pas, le subissent. Et il est normal de les accompagner, de les soutenir. Mais, si on est au chômage, on a le devoir soit d'accepter l'offre d'emploi raisonnable, pour reprendre la terminologie qui vous est proposée, soit d'accepter un cursus de formation professionnelle pour recycler vos compétences et pouvoir prendre une offre d'emploi. Moi, je trouve vraiment qu'on ne mettra jamais assez d'argent pour augmenter la formation des gens et qu'on en mettra toujours trop pour obliger les gens à rester à déprimer chez eux parce qu'on leur considère qu'ils ne valent plus rien alors qu'ils ont envie de donner encore à la société quelque chose. Je le dis comme je le pense, dépenser plus d'argent pour la formation, c'est un investissement. Dépenser plus d'argent pour des allocations qui conduisent les gens à s'ennuyer chez eux, à ne pas avoir d'activité, à perdre toute existence sociale, c'est un très mauvais calcul. Je veux dire que pour moi, le travail n'est pas une aliénation. C'est le chômage qui est une aliénation. Le travail est une émancipation. Le travail n'est pas l'ennemi. Le travail permet de faire vivre sa famille. Donc, investissons dans l'alternance, dans la professionnalisation. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant les contrôles? Bon, on a pris 500 000 chômeurs de plus. Ce n'était pas le moment de renforcer les contrôles parce que dans l'ambiance de crise, il fallait soutenir les gens qui étaient licenciés économiques et qui étaient pour rien. Maintenant qu'on sort de la crise, c'est un problème de justice sociale envers les salariés et les ouvriers qui travaillent dur pour mériter un salaire que d'être assuré que celui qui est au chômage et qui a des allocations grâce à la solidarité nationale fera tous ses efforts pour accepter une offre d'emploi ou pour accepter une formation pour s'en sortir. Ne pas contrôler, ne pas exiger des résultats de ce point de vue, me semble-t-il, c'est injuste. Et je n'ai pas élu pour accepter cette forme d'injustice. Je voudrais en terminant
remercier tous ceux qui ont pris la peine de participer à cette table ronde, remercier les élus. Je suis très sensible à leur présence républicaine. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais ça veut dire, ça veut dire que la République s'est obligée de se comprendre, de se respecter et de s'entendre. Et moi, je trouve que c'est un beau message de cette région Auvergne, magnifique, au cœur de la France, que d'être capable de discuter, de passer une matinée ensemble, sans que personne renonce à ses convictions, mais simplement parce qu'on travaille tous pour l'intérêt de la France et pour l'intérêt de l'Auvergne. Donc qu'ils soient remerciés de leur présence, qu'ils soient mes amis ou simplement des collègues. Merci à tous.